Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Antoine. Salut Bart. Tu vas bien ? Ouais, super, complètement. Confiné dans la maison, pas trop mal. Je me plains pas, ouais, ça va au top. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu spéciale. C'est pour ça qu'on fait ça à distance. Moi, j'ai vu que de temps en temps, tu étais sur Paris et à côté de Versailles, donc on aura l'occasion peut-être de se recroiser. Mais là, on va devoir faire ça à distance. Comme je te le disais à l'instant, la coutume un peu sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par ton histoire et notamment ton enfance. Et du coup, la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Ok, ouais, écoute, là comme ça, mon premier souvenir de sport, je sais pas si c'est vraiment du sport, mais quand j'étais petit, j'étais un vrai acrobate et je grimpais dans tous les plus grands arbres quand on allait dans les parcs ou dans les jardins. Voilà, mon objectif, c'était à chaque fois aller escalader le plus grand arbre, quoi. C'est ça mon premier souvenir. C'est vrai ? Ouais. Et t'habitais en forêt ? Non, alors on habitait à Versailles. Donc il y avait le parc du château de Versailles qui a des grands arbres et après j'ai fait des arbres. Franchement, après c'est vaste, hein, une jeunesse. Quand j'étais petit, c'était l'activité principale, quoi. Quand on allait au mariage ou que les parents prenaient un café à tel endroit et qu'on était dans le jardin, c'était escalade générale, quoi. Ok, trop cool. Tu dis tu parles sûrement de tes frères et sœurs ou peut-être ta première bande de copains bambins de l'époque ? Écoute, ouais, alors j'ai 3 frères déjà, donc Okay. c'était il y avait une belle équipe. Et moi, je suis le numéro 3 de la fratrie, ouais. Et sinon, les copains. Après, c'est vrai que j'étais assez, je vais grimper mon arbre, qui me suit, mais qu'il y ait du monde qui vienne ou pas, de toute manière, j'y allais, quoi. C'est plutôt, ça a toujours été comme ça. Mais avec les frères, ouais, on en a fait quand même des vertes et des pas mûres, quoi. Ok. Est-ce que tu étais le plus casse-cou des 4 du coup ? Le plus casse-cou, alors je crois que mon deuxième frère, il était quand même du genre à se casser pas mal je crois qu'il s'est cassé 2 ou 3 fois des bras et des jambes, mais je l'ai largement rattrapé depuis. Mais à l'époque, je sais pas il était pas forcément le plus casse-cou, mais il était très grand et il se cassait des trucs assez facilement. Mais voilà. Mais toute la famille, on était quand même bien casse-cou, on va dire, ouais. Ok, d'accord. Et t'étais aussi casse-cou à l'école ou pas ? Est-ce que t'étais du genre à avoir des bonnes notes ou est-ce qu'au contraire t'étais plutôt celui qui mettait l'ambiance dans la classe ? Je crois que c'était quand même plutôt l'ambiance. Après, les bonnes notes, je les avais. Je faisais ce qu'il fallait pour avoir la moyenne et que ça passe. Et c'était plutôt, si on avait au-delà de 11 ou 12 sur 20, c'était c'est dommage, j'ai perdu du temps, j'aurais peut-être dû un peu moins travailler.
Voilà, juste valider les niveaux, mais je cherchais pas à aller au-delà du strict suffisant, quoi. C'était ça à l'école. Et par contre, ouais, il y avait en primaire, il y avait la bande des grenouilles. J'étais le chef de la bande des grenouilles. Et donc, pendant la récréation, on sautait partout et on était au moins 10. C'était énorme. Génial, trop marrant. Et du coup, à quel moment tu as commencé un peu à faire du vélo? J'imagine que tu as dû apprendre assez jeune, comme beaucoup d'enfants. Ouais, alors bien sûr, dans le parc du château de Versailles, je me rappelle très bien de la grande allée dans laquelle j'ai retiré les roulettes. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir mes parents nous faisaient souvent aller nous balader du coup dans le parc du château, c'était génial. Et même ensuite j'ai commencé à avoir le droit d'aller faire du vélo tout seul et c'était la première liberté que mes parents m'ont vraiment laissé quand j'étais petit. Les premières fois où on avait le droit de sortir de la maison tout seul, je crois que je l'ai quasiment jamais fait à pied. J'allais faire du vélo dans le parc. Je me rappelle avoir été surpris que mes parents nous laissaient cette autorisation. Je sais plus à quel âge ça s'est passé, mais du coup, c'était mon évasion, quoi, d'aller pédaler et me défouler. Je faisais le plus de kilomètres possible. J'ai eu un compteur à Noël un jour sur mon vélo et du coup, c'était rouler des kilomètres dans le parc du château. Et voilà, et petit à petit, j'ai découvert des bosses et c'est comme ça que la passion est arrivée, quoi. Ok, trop cool. Ouais, c'est marrant parce que moi aussi j'ai le souvenir avec mes parents que des premiers petits souvenirs un peu d'escapade, tu vois, où je prenais mon vélo et mes parents étaient à pied, et puis tu te mets à pédaler et puis d'un seul coup tu te retournes et en fait tu vois plus tes parents, tu vois plus personne et tu te dis ah c'est cool. C'est ce que je veux. Exactement. Ouais. Donc ouais, toi, tu commences les bosses. C'était assez jeune les bosses. Tu te souviens un peu à quel âge c'était? Alors là comme ça, je pourrais pas vraiment te dire. J'ai envie de dire 9 ou 10 ans. Je sais pas si c'est jeune ou pas pour retirer les roulettes du vélo. Non, je les ai sûrement retirées plus tôt. Mais après, commencer à faire des sauts vers 10 ou 11 ans, ça a commencé à être. J'ai eu un vélo spécial. J'avais promis à mon papa que ce serait le seul vélo de ma vie, alors que j'en ai eu des dizaines et des dizaines depuis. Mais c'est le premier vélo parce que ça coûte quand même un certain prix et c'est pas donné à tout le monde. Donc, mais c'est vrai que j'ai envie de dire non, à quel âge? En sixième, on a été une sacrée bande et je suis passé de l'étape où je faisais du vélo dans le parc du château de Versailles où il y avait des bosses, donc des espèces de mouvements, le sol sur lequel on pouvait sauter. Et un jour, mon grand frère m'a amené dans la forêt en sixième, dans la forêt de Sans Souci à côté de Versailles, et il m'a dit là où on va aller, c'est pas des bosses, c'est des sauts. C'est-à-dire des gars qui ont construit des bosses avec des bûches de bois et de la terre. C'est pas fait juste pour faire une bosse, mais c'est des vrais tremplins avec des tremplins et des réceptions. Et là, ça a été ça pour le coup, c'était en sixième. Et je pense que c'est là où la passion, ce bout de forêt, j'y suis allé et je crois que j'y suis allé tous les jours non-stop depuis, quoi. Génial, génial. Ouais. J'ai beaucoup l'impression que le VTT, un peu et le riding, tu vois, c'est beaucoup un sport de potes. J'ai l'impression que ça se pratique souvent un peu en bande et tout. Toi, c'était plutôt solitaire ou c'était vraiment aussi pareil avec une bande de potes de l'époque et avec qui tu rides un peu, peut-être toujours aujourd'hui, j'en sais rien. Ah oui, écoute, ouais, c'est clair qu'il n'y a pas encore beaucoup de clubs de vélo où il y a pas, il y a peut-être des entraîneurs, si, mais clairement, c'est vraiment un sport que tu fais avec tes potes et qu'on découvre tous ensemble et c'est ce qui rend ça super cool par rapport, en gym, je faisais de la gym avant et on était dans un club avec un entraîneur, ce qui est très chouette aussi. Mais là, pour le coup, c'est un délire entre potes et tout le monde fait ce qu'on veut. Alors, la bande de potes, c'est toujours tous mes potes, mais ils font plus autant de vélo que moi, on va dire. Clairement. Okay, ouais. Donc le noyau dur est toujours là, mais moi j'ai toujours été à fond et j'ai poussé tout le monde à faire du vélo. Et ceux qui arrêtaient de faire du vélo, ils arrêtaient. On est restés amis, mais j'ai toujours traîné avec ceux qui étaient sur roue, quoi. Ma grande passion, c'est le vélo et c'est ce qui articule un peu toute ma vie, quoi. Ouais, j'ai cru comprendre. Et tu vois, est-ce que tu te souviens un peu de cette étape où tu vois, tu passes un peu de l'adolescent un peu foufou avec ses potes, au moment où tu commences à réaliser que ça va devenir peut-être ton métier et ton activité principale. Tu te souviens un peu comment s'est fait cette transition-là et est-ce que tu peux nous raconter un peu cette époque-là, comment tu t'es à peu près professionnalisé, je dirais, entre guillemets?
Ouais, bah écoute, là comme ça, je crois que c'est là où j'ai le plus progressé, où je me suis, enfin, où j'ai pris du niveau en vélo. Bah, c'était vraiment clairement pas quand j'étais professionnel, on va dire. Ouais. J'étais juste passionné et hyper actif. Je pouvais passer des heures à faire du vélo tous les jours en rentrant de cours. J'appelais tout le monde. Ok les gars, qui est chaud? J'appelais un tel. Ceux qui étaient chauds venaient. Donc sur la bande, on était peut-être une bonne dizaine dans mon répertoire d'amis avec qui je faisais du vélo. Peut-être que eux, ils en faisaient entre une et 3 ou 4 fois par semaine pour les plus motivés. Mais moi, j'étais 1 ou 2 fois par jour le week-end et les jours de Ouais. la semaine, même quand il pleut, j'y allais quoi qu'il arrive, quoi. Et donc la passion, en fait, je crois que j'ai progressé. J'ai toujours dit un peu, ah ouais, on regardait des vidéos, c'était le rêve d'être pro à vélo, mais ça semblait un peu inaccessible. N'empêche que la Ouais. passion était tellement forte que j'en ai fait énormément. On tombait, on s'entraînait, c'était juste trop cool, quoi. Vivre une passion de fou. Et je crois que c'est comme ça que j'ai progressé. Après, en grandissant, en commençant à faire des compètes, bah, tu progresses, tu te blesses, tu prends de l'expérience avec le temps. Mais clairement, en fait, j'ai pas fait exprès de progresser ou de devenir pro. J'étais juste trop passionné et je faisais ça à fond les ballons, sans projet. Si, j'ai toujours dit que je rêvais d'être pro, mais je savais pas du tout comment il fallait le faire. Moi, tout ce Ouais. que je faisais, c'est passer tout mon temps sur mon vélo à m'amuser avec mes potes, quoi. Voilà. Il y avait des Français un peu qui étaient des rôles modèles ou c'était à l'époque que des Américains? Alors moi, c'était clairement que des Américains. Ouais. J'ai énormément d'inspiration sur mes cahiers quand j'étais en cours. Il y avait Cameron McCall, Andrew Lacondegui, Darren Ok. Birklow et Robbie Bourdon. J'avais les 4 noms de mes pro riders préférés. Je les écrivais tous les matins. Je les chantais. J'allais en cours en vélo. Je chantais les noms des pros. Je regardais les vidéos que je connaissais par cœur. Et aussi, je regardais comment ils construisaient leur boss. Je prenais énormément d'inspiration. Et pour le coup, ça a vraiment commencé. Il y avait rien en France. Et Mhm. quand les compétitions, j'ai commencé à m'intéresser à ça, bah, j'ai rencontré des riders français, etc. Mais l'inspiration était clairement américaine et canadienne à la base. Ouais. Ouais. Et tu te Ouais. souviens à quelle époque sont arrivées les premières compètes en France? Bah, je crois qu'il y en avait depuis longtemps, mais même depuis avant que j'en fasse. Ouais. Et après, par contre, le freestyle, il y a eu la discipline, le slopestyle, et il y a eu un tour qui a été organisé. En France, on a la chance d'avoir le FIS, et tout ça, je dirais que c'est ouais, à partir de 2006. Ouais, je dirais entre 2006 et 2010, il y a eu une bonne période avec pas mal de compétitions en France. Et maintenant, Ok. malheureusement, il y en a moins. Mais j'ai eu de Ouais. la chance de mettre dans le truc au moment où il y en avait beaucoup et on pouvait se trouver avec une vingtaine de compètes par saison et voyager tous les week-ends pour le vélo, quoi. Ah, c'est génial, Ouais. c'est incroyable. Ouais, Ouais. et du coup, ouais, c'était quoi? Il y a le Fizz, il y avait Rock d'Azur aussi, peut-être? Non, Rock d'Azur, je sais pas si Ouais. c'est un. Si, Il y si, le Rock avait. d'Azur, il y avait une démonstration de freestyle, enfin, une démonstration compétition, donc avec tout plein de boss. Après, malheureusement, il y avait beaucoup de vent au Rock d'Azur. Ouais, Donc, je crois que ouais, plus maintenant, facile. ouais, il y a plus d'événements là-bas. Mais le FIS, ils ont fait une World Series. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait le Wall Ride Tour aussi. Ça, c'est les compètes. Toute ma génération a grandi à travers Ok. ce petit tour sympa dans le sud de la France qu'on avait. Et, euh, et puis maintenant, ça a évolué. Il y a les Crankworx, donc qui est une grosse compète américaine, non canadienne à la base, qui a fait un World Tour. Et Ouais. maintenant, c'est ça qui rythme principalement mes saisons, quoi. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Et j'imagine que maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la majeure partie des compètes, elles sont un peu partout à travers le monde. Pour les auditeurs qui Ouais. connaissent pas, est-ce que tu peux dire un peu les grosses compétitions qu'il y a, notamment peut-être, peut commencer à évoquer un peu le Rampage, pourquoi pas? Ouais, bah ouais, bien sûr. Bah la Rampage, c'est ma compète à laquelle j'ai fait mes meilleurs résultats et c'est la plus grosse compète de VTT extrême, on va dire. Et Ouais, donc c'est tous les ans à la fin de la saison, donc en septembre ou en octobre, sachant que la saison en fait de vélo c'est l'été, donc ouais, ça commence en mars-avril et ça finit septembre-octobre. Voilà les dernières grosses compètes. ok, Et donc, je dirais que la Red Bull Rampage, c'est aux États-Unis en octobre et c'est la compète principale, la plus folle et moi qui suis assez compétitif, c'est le but de ma saison.
on va dire. Ouais, il y a du monde, c'est dans un contexte de fou, c'est de la folie, quoi. C'est en plein dans le désert, c'est ça? Ouais. Disons que c'est une compète légendaire qui a été arrêtée pendant plusieurs années. Au final, là, ils l'ont reprise parce qu'ils cherchaient d'autres endroits sur Terre où organiser la compète. Et après quelques années de recherche, ils ont conclu que l'Utah, c'était vraiment le meilleur endroit. La Terre est unique là-bas. On a des grosses falaises et je sais pas, tout est parfait pour faire les meilleures choses possibles en VTT extrême. Donc voilà, on reprend, on débarque avec deux potes et on creuse pendant 10 jours la ligne la plus folle possible. Et puis après, bon, on s'entraîne aussi pendant toute la saison. Imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire, des nouveaux projets, une nouvelle figure qui a jamais été faite là-bas, essayer d'innover toujours. Et à partir de là, boum, on envoie le pâté et j'essaye de faire de plus en plus maîtrisé. J'avais envie de te dire, on espère que ça passe, mais au début, j'étais comme ça. Maintenant, je fais bien plus attention aux risques que je prends et j'essaye de gérer ça. Mais c'est vrai que la prise de risque, être casse-cou, pardon, c'est ça fait partie de l'ADN du sport. Mais si tu veux durer longtemps, il faut savoir gérer les risques. Ouais, ok. Bon, on en reparlera juste après, tu vois. Et je voulais te demander, vu que tu as évoqué un petit peu le fait que vous creusiez, alors le terme c'est shaper, donc donner la forme à la ligne. Pour chaque compétition, c'est toi qui dois venir et creuser et créer ta propre ligne. Pour toutes les compétitions, c'est comme ça que ça se passe? Alors non, ça c'est unique à la Red Bull Rampage. Okay, c'est d'accord. la seule compète de freeride extrême où on fait une ligne. C'est un peu comme ils font en ski freeride, ils descendent des montagnes enneigées. Mais eux, ils construisent rien d'ailleurs. Ils passent juste une seule fois par une ligne. Nous, il faut qu'on aménage un peu pendant quelques jours le chemin pour que ce soit roulable. Et on avait la petite sœur de la Red Bull Rampage en France. Pendant quelques années, c'était le Châtel Mountain Style où aussi il fallait construire notre propre passage. Enfin, on avait l'option. Mais maintenant, avec le temps, les compètes en freestyle et en freeride, donc c'est les deux disciplines que je fais principalement. Voilà, on a des gros sauts aménagés et il faut passer le mieux possible dessus, mais on n'a rien à faire. Ok. On n'a rien à construire. Ouais. T'as évoqué le freestyle et le freeride pour les auditeurs qui connaissent pas trop le milieu du VTT. Est-ce que tu peux expliquer rapidement la différence? Oui, alors le freeride, j'ai envie de dire que c'est pas forcément des figures, mais c'est s'exprimer sur la façon dont on roule en descente en montagne. Donc, on peut être dans la pente. Il y a ceux qui aiment les gros sauts, il y a ceux qui aiment aller à fond dans les racines ou dans les passages très raides. Il y a ceux qui aiment les figures. Ça fait quand même plus ou moins partie du freeride, mais ça c'est la partie freestyle, on va dire les figures. Okay. Donc il y a la partie freeride, s'exprimer dans la pente, montrer le contrôle qu'on a du vélo et passer à des endroits ultra chauds avec contrôle, ça c'est plutôt le freeride. Et le freestyle, c'est rajouter des figures dans les sauts qu'on fait et clairement inspiration, je dirais un peu du BMX et un peu du freestyle motocross. C'est les deux disciplines qui inspirent le vélo principalement. Ok, d'accord. Et du coup, les compétitions, elles sont scindées. À chaque fois, ils vous disent c'est plutôt freestyle ou c'est plutôt du freeride. Oui, clairement, les compètes sont scindées. Après, moi, mon type de ride, il n'est pas du tout scindé. J'adore j'adore freestyler avec mon vélo de descente, mon vélo de freeride. Et j'adore aussi, s'il y a un énorme boss et que j'ai que mon vélo de freestyle qui est du coup un vélo avec très peu de suspension, semi-rigide qui ressemble un peu à un BMX, et s'il faut faire un très gros saut avec, ça me va aussi. J'aime bien tout mélanger, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, tu as évoqué la Red Bull Rampage. Il y a d'autres grosses compètes un peu durant l'année où c'est comment elle s'articule un petit peu la saison. Comment est-ce que tu peux être champion du monde? Est-ce qu'il y a un circuit? Oui, alors donc il y a les Crankworx, donc c'est la compète canadienne dont je te parlais. C'est devenu la Coupe du Monde de freestyle. Donc en freestyle, en fait, il y a une Coupe du Monde et une compète qui ne s'appelle pas les Championnats du Monde, mais c'est tellement la plus grosse compète où le sport est né. C'est à Whistler au Canada au mois d'août et c'est l'équivalent des Championnats du Monde, même si ça s'appelle pas officiellement comme ça. Et voilà. Et pareil pour le freeride, pas de
pas de championnat du monde. La communauté est plutôt contre ça, que ça devienne trop fédéré ou que ça ait ce genre de nom. Mais au final, tout le monde est d'accord pour dire que le champion de la Red Bull Rampage, c'est l'équivalent du champion du monde de la discipline. Mais voilà, c'est les deux principales. C'est les deux principales tournées. Donc il y a le Crankworx World Tour avec une tournée en freestyle, en slopestyle, et là c'est une coupe du monde avec la finale, on va dire, c'est l'équivalent des championnats du monde. Alors que en freeride, c'est moins compétitif. Le freeride, il y en a beaucoup qui pratiquent en station à la montagne et qui filment des vidéos. Les pros filment pas mal de vidéos. Il y a moins de compètes. Et la Red Bull Rampage, pour le coup, c'est le plus gros événement et l'équivalent des championnats du monde, quoi. Même si la communauté appelle pas forcément ça comme ça. Ok, d'accord, ouais, ça marche. Et du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec tes perfs. T'as participé combien de fois à la Red Bull Rampage? Alors, la Red Bull Rampage, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017. J'ai participé 5 fois. Ok, d'accord. Donc, et 2012, tu termines déjà deuxième, c'est ça? C'est ça. Les 4 premières fois où j'ai participé, j'ai été 2 fois deuxième et 2 fois dernier. En gros, je tombais. Okay. C'était un peu death or glory, comme ils disent. Soit ça passe, soit ça casse. Ok, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'aimes autant cette course? Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais j'encourage vraiment les auditeurs à aller voir les petits documentaires qu'il y a sur toi, les petites vidéos qu'il y a de tes descentes, parce que ça donne des frissons dans le dos. Moi, je me suis régalé toute une matinée à regarder ce que tu faisais. Mais qu'est-ce qui fait que toi qu'est-ce qui fait que t'aimes autant cette course et qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi mythique finalement? Écoute, elle est incroyable. Moi, qu'est-ce qui fait que j'aime autant cette course? C'est pas forcément que je l'aime plus qu'une autre course, mais c'est celle où mon riding, ma façon de faire du vélo, c'est là où je suis le plus efficace. Mais en soi, moi, j'aime aussi faire toutes les autres compètes. Après, celle-ci, c'est celle où j'ai le plus brillé, on va dire. J'ai été 2 fois deuxième. Mais disons que, comme je t'ai dit, j'aime bien mélanger les disciplines entre le freeride et le freestyle. Et je crois que là-bas, tu peux faire des très, très gros sauts et des grosses descentes à toute vitesse en freeride. Et on a des gros jumps sur lesquels on peut faire du freestyle. Donc, c'est là où je peux le plus montrer mon riding et ce que j'aime faire à vélo. Ouais, de mélanger un petit peu les deux disciplines, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, l'évolution de la compète, à l'époque, c'était vraiment du freeride pur et il y avait très peu de figures. Et là, la compète a évolué, le sport aussi a énormément évolué et tout le monde a été capable de faire des grosses figures. Et du coup, maintenant, on en est à un stade où les mecs, il y a quelques années, ils pouvaient encore faire des podiums sans faire de figures et maintenant, c'est pas possible. Il faut aller à fond, faire des très gros sauts et faire des très grosses figures. C'est un combo qui me correspond bien. Voilà. Ok. Mais du coup, pour un peu préciser pour les auditeurs, toi, t'es particulièrement connu parce que t'es le premier à avoir rentré un double backflip là-bas, il me semble. C'est vrai. Ouais. Le premier ou le deuxième? Disons que non, je suis le premier. Je l'ai rentré du deuxième coup, on va dire. Je me suis cassé le bras la première fois que j'ai essayé en 2015. Ouais. Okay. Donc grosse blessure, 8 mois sans vélo, c'était très dur et du coup j'ai rentré le premier double backflip l'année d'après en 2016 et c'était vraiment génial, quoi. Ah, et du coup, t'es un peu le chouchou du public là-bas, j'ai l'impression, puisque t'es retourné du coup en 2017. En 2017, tu fais un énorme ride et le jury n'en décide pas, n'aime pas trop, tu vois, et te met une mauvaise note alors que tu fais clairement le ride le plus impressionnant de la course. Et tu vois, ça m'amène un peu à une double question. Le premier, c'est comment est-ce que les juges t'évaluent et toi, en fait, ce jour-là, tu gagnes le prix du public et le prix du public, tu le gagnes. Comment ça se fait que le public ait un avis aussi différent que les juges? Ouais, alors vaste sujet, super compliqué. Avec le recul, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis un showman et j'adore faire le passage qui sera le plus cool, on va dire, et qui fera le plus plaisir aux gens. Je crois que j'adore, j'adore faire des grosses figures et repousser mes limites dans une direction. Après, je comprends que, comme je t'ai dit, la Red Bull Rampage, ça vient du freeride à la base.
et c'est vachement être capable de passer dans des passages super raides et des passages techniques et des très gros sauts. Et mon passage, c'était le plus spectaculaire niveau figure. Après, il y a certains riders qui passaient par des trucs ultra raides par lesquels je serais clairement jamais passé. Et donc, chaque rider a son style de pilotage, on va dire. Et moi, le mien a énormément plu au public, mais les juges attendaient peut-être plus de passages raides ou je sais pas exactement, mais au final, j'accepte les points de vue de chacun et mon riding a bien plus plu au public qu'aux juges, en tout cas ce jour-là, et c'était une incroyable expérience, quoi. J'imagine que ça doit faire chaud au cœur. En tout cas, moi je l'ai vu, c'est somptueux. Tu te rends compte à quel point il y a du danger. Et d'ailleurs, ça m'amène un peu sur la question de la prise de risque. Sur une compétition comme ça, faut pas se mentir. Sur certains passages, tu risques ta vie. Et je voulais savoir comment est-ce que tu domptais la peur. Et est-ce que c'était quelque chose qui pouvait se travailler en fait finalement in fine? Ouais, alors déjà, tu m'avais parlé de l'amour du risque, et disons que il y a l'amour du sport, mais après il n'y a pas d'amour du risque, je crois pas. C'est vraiment plutôt gérer, ça se travaille la prise de risque, savoir que quand il y a du vent ou quand on est fatigué, si on n'a pas bien dormi la veille, savoir s'écouter et agir en fonction. Et puis après. Franchement, c'est s'entraîner, savoir si on sait faire la figure. Par exemple, quand je me suis cassé le bras en 2015, je m'étais super bien entraîné dans un lac à faire mon double backflip, et je pensais que j'avais regardé les vidéos, regardé comment le tremplin, à quel point le tremplin était plat, et j'avais construit un tremplin ultra plat pour sauter dans l'eau et m'entraîner à faire mon double backflip depuis un tremplin plat. Et donc, je pensais que j'arrivais à tous les coups dans le lac. En septembre, et je pensais qu'en octobre à la Rampage ça allait passer les doigts dans le nez, sauf que à la compète avant ma bosse où je comptais faire mon double backflip, j'ai fait le plus gros backflip de ma vie par-dessus un canyon de 23 mètres. Alors je suis arrivé beaucoup trop vite avec l'adrénaline, je suis arrivé 5 mètres plus loin, donc j'ai sauté 28 mètres au lieu de 23, et j'ai trop tourné. Donc du coup j'arrive pour mon double backflip en ayant beaucoup trop tourné le saut d'avant. Et du coup, inconsciemment, j'ai eu envie de le tirer un peu moins fort parce que je venais de faire le plus gros saut de ma vie, en plus en backflip, et en tournant trop, j'ai failli me mettre pas sur le dos, mais je me suis fait une frayeur en tournant un peu trop. Du coup, le double backflip sur le tremplin super plat. Vu que le tremplin est plat, normalement, c'est compliqué d'envoyer la rotation. Et là, je l'ai tiré pas avec un peu de retenue, on va dire. J'avais peur de trop tourner. Et là, tout de suite, en sortant du kick, j'ai fait « Ah non, ça tourne pas ». Je me suis senti tout seul en l'air. Et déjà, la prise de risque, voilà, ça a pas tourné. Je me suis cassé le bras. Et donc, gérer les risques, j'avais l'impression d'être super préparé, mais au final, j'aurais dû le faire à l'entraînement. J'ai appris pas mal de mes erreurs. Mais voilà, gérer les risques, c'est quelque chose qui est clé dans mon sport, on va dire. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu te dis là avant de tenter le plus gros backflip de toute ta vie? Qu'est-ce que tu te dis la minute avant, quoi? La minute avant de te lancer, à quoi tu penses? Est-ce que tu as un petit rituel ou? Ouais. Écoute, c'est vrai que la visualisation, on réfléchit vachement. Les boss, on n'improvise pas, quoi. On arrive, on se dit bon, je sais faire ça, je sais faire ça. On a 10 jours pour construire la piste et s'imaginer quelle figure on va faire. Et en fonction de comment passent les sauts, on répète, et voilà, disons, bien se visualiser les boss pendant les quelques jours de préparation. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, voilà, on se répète les figures dans la tête. Et même au départ aussi, les riders sont pas forcément trop à parler les uns les autres. On est toujours à un moment ou à un autre à se caler et à refaire son run dans sa tête. Je pense que tout le monde le fait. Et, okay. Et après, c'est vrai que c'est quand même, il y en a qui regardent, il y a à peu près la moitié des riders qui regardent quand même le reste des compétiteurs. Et il y a ceux qui préfèrent se mettre dans leur petite bulle, se mettre dans leur coin tranquille, répéter ses propres figures et ne pas regarder ce que font les autres. Je pense pour pas se déconcentrer et rester focus sur ce qu'on veut faire. C'est le meilleur moyen que ça passe bien, quoi.
Ok, ouais. Non, et puis aussi, il y a peut-être un truc que les spectateurs voient pas, c'est que le jour de la compète, vous envoyez plein de figures d'affilée, mais vous les avez bossées généralement au moins de manière séparée les jours d'avant, quoi. Ah oui, complètement. Bah, on a nos figures qu'on s'entraîne, même en dehors des jours d'avant. C'est bien de faire nos figures sur la piste, mais on s'entraîne même pendant toute l'année. On se visualise, on se dit, ah, ce serait bien que j'arrive à faire 7 figures, mais sans tremplin, en arrivant, ou alors depuis à plat, descendre dans une pente super raide comme ça. On s'entraîne un peu. Enfin, c'est pas de l'entraînement. C'est à la fois de l'entraînement et juste on parcourt le monde à faire du vélo partout et on trouve de l'inspiration un peu dans tout ce qu'on fait. Et donc on s'y prépare pendant toute l'année et on s'assure de pouvoir faire la meilleure chose possible à la compète, mais c'est prévu même des mois à l'avance en vérité ce qu'on fait. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Ouais, c'est passionnant. Et du coup, la transition, elle a un petit peu trouvé vers un peu la question de la blessure. Tu me disais tout à l'heure que tu passais quasiment plus de la moitié de ton temps blessé parce que du fait que tu prends énormément de risques. Comment est-ce que aujourd'hui Comment est-ce que ça se gère la blessure en fait pour un VTT? C'est quoi les blessures fréquentes et comment est-ce que c'est normal pour un rider moyen d'être blessé aussi souvent? Alors moi je crois que j'ai l'impression de me blesser plus souvent que d'autres. Après j'ai des très bons amis qui ont fait plusieurs années de carrière en ne se blessant quasiment jamais, qui ont eu moins de chance les années d'après. Donc c'est vraiment variable, on va dire. Si on veut pousser le niveau et si on veut vraiment aller plus loin, il y a forcément de la prise de risque à un moment ou à un autre. Et même les riders les plus professionnels et les mieux organisés dans la gestion de la prise de risque, bah, ça fait partie du sport, la blessure, quoi. Disons que quand j'étais gymnaste, déjà en gym, on se poussait beaucoup plus fort et j'ai eu beaucoup plus peur en gym qu'en vélo, en fait. Parce qu'en gym, c'est l'entraîneur qui nous pousse. En vélo, on se pousse soi-même. Sauf qu'en vélo, on se jette sur des bosses qui sont en terre, mais il y a des racines, il y a des cailloux, il y a des arbres. En gym, on est quand même sur des tapis, donc ça limite la casse, on va dire. Même si ça fait pas forcément moins peur en gym. Mais attends, je crois que je me suis perdu. On parlait de comment on... je te posais la question un petit peu de la blessure. Quelles étaient un peu les blessures fréquentes et c'était normal en fait que tous les riders se blessent aussi souvent, quoi. Exact. La blessure la plus fréquente, c'est la clavicule. Donc moi, je me suis cassé une fois cette clavicule-là en 4 morceaux. Donc j'ai 8 ou 9 vis avec une grande plaque dedans. Et celle-ci, je me la suis cassée 2 fois. La première fois en 3 morceaux en 2011. On m'a mis une plaque avec des vis qu'on a retirée fin 2011. Et en 2012, je me la suis recassée. Enfin voilà, les clavicules, moi, je me la suis cassée 3 fois, mais ça arrive que les gens se les cassent 4 ou 5 fois. Bah, la clavicule, ça fait pas très mal. C'est juste, tu sais que tu as 6 ou 8 semaines d'arrêt. Et bien sûr, on le souhaite à personne, mais c'est une blessure malheureusement fréquente parce que en vélo, si tu tombes de ton vélo, on va dire over the bar, donc tu tombes par-dessus le guidon, bah, tu as les épaules qui sont assez exposées. Et c'est vrai que la clavicule, c'est un petit os qui prend souvent en vélo. Ok. Mais voilà. Toi, j'ai vu que tu avais eu aussi une grosse blessure à la cheville. Ouais, alors oui, je me suis blessé à la cheville en 2016 et c'est une blessure surtout super embêtante. En soi, c'est juste, c'est une entorse avec une fracture dans l'articulation. Donc c'était une mauvaise blessure, on va dire, qui a mis du temps à se soigner. J'ai dû me faire opérer 2 fois à la cheville pour que ça se répare enfin. Et là, c'est une blessure qui a duré très longtemps. J'ai fait énormément de kiné. J'étais encore en train de boiter quelques années plus tard après m'être fait mon entorse. Je pensais que ça finirait jamais, quoi. Et là, écoute, je crois que même si je me suis cassé 3 vertèbres, je me suis déboîté l'épaule, je me suis fait plein de choses, mais au final, une simple entorse avec fracture à la cheville, ça m'a handicapé le plus longtemps et c'est la pire de mes blessures, je crois. Ouais.
Ok, ouais, ok. Et tu te fais accompagner par un kiné spécialisé du coup? Parce que j'imagine que lui, il doit s'en donner Ouais. presque à cœur joie d'avoir un patient aussi sportif que toi, quoi. Bah écoute, pas vraiment un kiné spécialisé. Là maintenant, je vais beaucoup au CERS à Cap-Breton pour me réparer de mes blessures. C'est l'endroit le plus efficace. Ok. Donc ça, c'est pour toute la partie kiné. Pour se remettre d'une blessure, il y a la réathlétisation ou le post-op. J'ai fait 3 séjours au CERS, c'est vraiment au top pour se remettre des blessures. D'accord, ok, Après, j'ai un coach génial. sportif. Ouais. Ouais. Sinon, j'ai un coach sportif qui m'entraîne toute l'année pour me préparer pour être bien physiquement. Et j'ai aussi un très bon médecin qui m'a dirigé. Là, quand je me suis cassé le bras en octobre, c'est lui qui m'a trouvé un chirurgien, le chirurgien idéal pour gérer ma blessure. Et ça a un certain prix. C'est plus cher qu'un médecin normal, mais c'est très efficace. Et avoir une espèce d'équipe médicale, ça s'est fait avec toutes mes blessures. J'aurais jamais cru que mon métier consisterait à ça, mais je suis très bien entouré pour gérer les blessures et maintenant c'est à moi d'apprendre à ne plus me blesser en fait ou à Ok, limiter au ouais. maximum. Ouais, Ouais. ouais, bah, avec l'expérience, j'imagine que ça va venir aussi. Il y a pas mal de riders. J'ai vu qu'il y avait Ouais, carrément, on croise les doigts pour toi. Toi, tu as eu une carrière où tu as été très très jeune au top niveau. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de riders qui avaient des carrières beaucoup plus longues. Est-ce que toi, toi, t'as envie de rider le plus longtemps possible? Ah ouais, clairement. Bah moi j'adore ça. Tu vois là, j'ai été blessé à la cheville pendant plusieurs années, 2 ans et demi. Et là, quand je vois à quel point je suis à fond les ballons en ce moment, alors que bah les gens malheureusement j'ai pu être un peu limité par ma blessure et il y en a certains qui pour moins que ça arrêtent le sport ou sont limités. Moi là, je suis super content. J'attends la fin du confinement pour pouvoir refaire du vélo à travers le monde et m'y remettre à fond. Clairement, j'ai envie d'en faire au max. C'est toujours ma passion et en même temps, pendant ma blessure, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des études et j'ai passé un diplôme d'école de commerce, ce qui fait que bah Ok. j'ai quelque chose à côté de ma carrière de vélo et ça fait vachement plaisir parce que je me dis bah si je peux plus du tout faire de vélo, avant j'avais pas vraiment le choix, je savais pas quoi faire d'autre et là je sais que je peux avoir une carrière, un métier à côté et avoir une vie normale et avoir ce Ouais. choix en fait, bah ça fait vachement de bien et ça me passionne pour le vélo d'autant plus quoi. Ça me fait réaliser que ok si je veux je peux avoir un métier normal, travailler dans une entreprise ou je sais pas où, mais bah ma passion, j'ai toujours envie de faire du vélo et de repousser mes limites là-dedans quoi. C'est ma vie Ok. quoi. Ok, trop Mm. cool. Et t'as mentionné le fait que que t'avais fait de la gym avant. Est-ce que tu penses que Ouais. ça t'a beaucoup aidé? Et selon toi, c'est quoi les qualités un peu physiques qu'il faut pour être un bon rider? Bah la gym, c'est clair que je sais pas si ça aide forcément à être un bon rider, mais ça aide à être un rider solide qui tient dans le temps et qui encaisse les chutes et les blessures. C'est surtout ça. Tous les Ouais, pro riders, on doit faire de la préparation physique, alors que les gars qui faisaient du vélo, qui ont commencé par faire du vélo et qui ont fait que ça dans leur vie, bah ils ont un peu plus de mal physiquement ou il faut se mettre à faire de la gym, alors que nous, les gymnastes, il y a des gymnastes et des trampolinistes qui sont bons en vélo. Alors ça ouais, donne un style de riding particulier, mais en tout cas, on est vachement, même la façon d'apprendre les éléments et les figures en gym, bah ça se voit vachement dans la façon de faire du vélo. Et après, les purs riders à vélo, ils ont peut-être plus de flow, de fluidité. Et voilà, disons que c'est deux types de riding, mais la gym, moi, je vois ça comme une chance énorme. Et pour durer longtemps dans le vélo, ça me permet d'être solide et c'est clairement un plus de la souplesse et une très bonne forme physique. Moi, j'adore faire de la gym et même quand je suis en convalescence, en fait, c'est peut-être ce qui me permet de revenir de mes blessures. ok, J'adore faire de la muscu, m'entretenir physiquement et me sentir bien dans mon corps. Et ensuite, bah, ouais, ça se voit tout de suite sur le vélo une fois que je suis bien. ok. Et Mm. vous êtes beaucoup de riders justement à avoir une grosse prépa physique et à faire beaucoup de gym à côté? J'imagine que ça s'est vachement Ouais. professionnalisé, ouais. Ah bah clairement, tous les riders au plus haut niveau, de toute manière, on est tous là à pousser de la fonte dans les salles de gym. C'est un truc pour pousser tes limites. Je sais pas si tu veux tirer les plus grosses figures possibles. Après en vélo, bah il faut aussi se construire des bosses, avoir l'endroit pour faire ses figures, mais disons que ouais, pour être un sportif, tu vois, il y a la différence entre être un bon rider
et un bon sportif de haut niveau, c'est deux choses différentes. Rider, tu peux faire énormément de vélo, avoir beaucoup de flow, beaucoup d'aisance sur ton vélo et de style. Ça, c'est être un bon rider. Après, être un bon sportif de haut niveau, c'est encore autre chose. Être un pro rider, on va dire, il doit pousser de la fonte, faire un entraînement sérieux et être suivi par son coach et pour pouvoir pousser ça au next level, on va dire, et repousser les limites du sport et ses propres limites, bah, c'est vachement important d'avoir une prépa physique et de s'y tenir et d'être super rigoureux là-dessus, ouais. Ok, d'accord, ouais. Ok, trop cool. Et ouais, tu penses qu'il y a des petites aptitudes physiques, tu vois, sur un enfant, par exemple, est-ce qu'il y a des signes un peu qui peuvent être annonciateurs d'un bon tu vois, en fait, en ce moment, je m'intéresse énormément à la morpho-anatomie, un peu aux capacités un peu des enfants. Forcément, Okay. tu vois, vu que je suis nouveau papa, tu vois, je regarde un petit peu ça. Tu vois, génial, forcément. Et du coup, tu vois, j'essaie de repérer un peu chez les jeunes, qu'est-ce qui fait que quels vont être les sports dans lesquels ils peuvent être bons. Et du coup, je me demandais sur le vélo, qu'est-ce qu'on peut regarder chez un enfant ou chez une personne un peu jeune, quelles vont être ses qualités futures, quoi. Selon toi, il y a des qualités qui prédisposent? Bah écoute, félicitations déjà pour ton petit bébé. Ouais, merci. J'ai envie de te dire, si tu commences à le voir grimper aux arbres ou marcher sur les mains, à peu près peu après marcher sur les pieds, bah c'est signe qu'il est bon pour faire du freestyle ou tu peux le mettre dans un club de gym. En tout cas, c'est clair que c'est peut-être pas dans les ADN ou dans les gènes de tout le monde de se mettre à faire de la gym. Moi, je suis super actif, hyper actif et je remercie beaucoup mes parents de m'avoir inscrit dans une salle de gym et d'avoir vu ça. J'ai fait du cirque aussi quand j'étais petit, mais de la gym, c'est vraiment la meilleure base pour tous les autres sports. Donc, je crois que voilà, si tu vois que le petit, il est un peu fou, il est Whiz City et tout, la gym. Je te parle de gym ou le trampoline, tu vois, c'est des sports vraiment, enfin spécialement la gym quand même parce que en gym tu fais de la prépa physique, à la fois de la souplesse, des repères en l'air et ça c'est une super base pour plein d'autres sports et tous les sports freestyle. C'est clair, ouais, je suis d'accord, voilà. Je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup aussi le combo athlé, le combo natation et gym. Je pense que tu vois, la natation, ça te fait le cardio, l'équilibre dans l'eau, la sérénité, tu vois. Je pense que le combo des deux, ça fait vraiment des gros athlètes sur le futur. Mais je change un petit peu de sujet. Tu vois, on n'en a pas trop parlé, mais tu vois, je me suis demandé aujourd'hui comment est-ce que tu vis aujourd'hui. Il y a beaucoup de sponsors dans le VTT. Comment est-ce que ça se passe à peu près? Bah écoute, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des résultats en grosse compète, on va dire, et c'est quelque chose qui plaît énormément aux sponsors et j'ai pu avoir de bons partenaires et vivre de ma passion assez rapidement. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y a des riders super talentueux qui peuvent pas forcément vivre de leur pratique alors qu'ils sont super doués. Et en fait, bah c'est pas parce que tu es un pro rider que tu es forcément le meilleur ou c'est pas proportionnel, on va dire, c'est deux choses différentes. Il y a ce qui plaît aux sponsors et moi on va dire que ce que j'adore faire en tant que gymnaste, j'adore faire du freestyle, faire des grosses figures et tout. Bah mon style de riding naturellement ça s'adapte bien aux compètes et du coup j'ai eu la chance de pouvoir en vivre correctement assez rapidement. Et là maintenant, bah, j'ai eu des périodes un peu compliquées avec mes blessures et je sais que les sponsors, d'une année sur l'autre, si tu fais une bonne ou une mauvaise saison, tu peux gagner du triple, du simple au triple. C'est vraiment très variable. Et donc à la fois, j'ai de la chance et c'est quand même une situation précaire. On est voilà une grosse blessure et c'est important d'avoir un plan B, de faire des études ou d'avoir d'autres plans à côté. Tout miser sur le vélo, moi je l'ai fait un peu inconsciemment par passion quand j'étais plus jeune, mais là je suis bien content d'avoir en ayant grandi, d'avoir pris le temps de faire un an d'études pendant ma convalescence. Mes parents m'ont poussé à avoir mon bac, mais merci, j'ai le bac, j'ai une porte de sortie, mais clairement voilà, il y a des gars super doués qui touchent pas un rond en faisant du vélo, qui veulent pas forcément d'ailleurs. Il y a ceux qui veulent que la passion reste intacte et qui veulent pas
en faire leur métier. Et il y a des gars qui sont pas très forts, mais très forts sur vendre leur image, faire du marketing, les réseaux sociaux, etc. Et tu peux gagner plein d'argent en n'étant pas plus doué que ça en vélo, quoi. Ça existe aussi, ouais. Ouais, Donc, il y a c'est beaucoup un vachement côté. variable. Ouais, il y a un énorme, enjeu sur tous les réseaux sociaux et sur la qualité de l'image que tu es capable de produire, ouais, j'imagine. Bah, bien sûr, si tu fais des photos avec ton casque, tes Protec, ton vélo, tu montes tes nouveaux pneus, tes machins. Si tu fais ça toute la journée, les sponsors ils vont être super contents. Tu peux passer des heures au téléphone à organiser des trucs avec tous les sponsors. Moi, j'avoue que naturellement, j'ai toujours adoré faire de la compète et faire des grosses figures. Et les sponsors, ce qui leur plaît, c'est quand je suis sur les podiums et qui peuvent repartager tout ça. Et même si j'essaye de m'adapter au réseau et de faire un maximum, voilà, de comprendre un peu la période dans laquelle on vit et ce que les sponsors recherchent, puisque c'est mon métier. Bah, moi, je fais avant tout ça par passion et je m'en fous. Je donnerai toujours la priorité à la passion, rester réel, rester soi-même et je sais que c'est ce que je fais le mieux et donc j'espère pouvoir en vivre aussi longtemps que possible. Après, je peux faire autre chose et je continuerai toujours à faire du vélo par passion et puis si un jour je dois faire autre chose pour gagner ma vie, c'est ce que je ferai, voilà. Ok, ouais, non, mais j'aime bien ta philosophie, tu vois, de se dire, bah, on le fait la passion, et puis si jamais il y a une petite contrainte pour les sponsors qui me permettent aujourd'hui de faire ma passion à fond, bah ouais, faut le faire, tu vois, et c'est sûr que, en plus, toi, ça marche vachement bien, j'ai vu que tu as des vachement grosses communautés finalement. J'étais surpris pour un sport qu'on pourrait considérer peut-être un peu de niche ou un sport qu'on voit pas trop en France, mais finalement peut-être beaucoup plus outre-Atlantique aux États-Unis et dans les pays anglophones. C'est vrai. Là, aujourd'hui, ouais, ta communauté, elle est principalement américaine et anglo-saxonne? Bah non, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Okay. Je crois que sur les infos Instagram, en fait, c'est vraiment partout dans le monde. Mais ma plus grosse communauté, ça doit être les Français, mais ça représente moins de 30 ou 35%, je crois. Donc en fait, c'est vraiment réparti. Il y a pas mal de. Après les Français, les deuxièmes, ça doit être les Allemands, Américains, Autrichiens, enfin Australiens. Il y en a partout dans le monde en fait. Mais c'est vachement réparti. Et je pense que c'est dû au fait que mes plus grosses perfs en compète, ça a été à la Red Bull Rampage. Et c'est une compète vachement internationale. Donc les gens qui ont entendu parler de moi en entendent partout dans le monde. Même si là récemment, ce qui m'est arrivé à ma dernière participation à la Rampage, donc j'ai eu le prix du public et j'ai été supporté par le public. Ça a plus touché le public français. Et disons que j'ai l'impression que j'ai plus eu la communauté française derrière moi, alors que le reste du monde, bah, il y en a quand même beaucoup que mon histoire a touché, mais ils sont plus, on regarde les premiers, ils sont plus attachés au classement, alors que moi, j'ai été le Frenchie qui a été supporté par le public et ça a plus touché les Français et je me sens plus français. Je parle de plus en plus en français sur mes réseaux sociaux, alors qu'avant, j'essayais de tout faire en anglais pour m'adapter au public international. Là, voilà, je sais que j'ai les Français derrière moi depuis 2017, ma dernière Rampage. Ok, trop cool, trop cool. Merde, j'ai oublié ma question. Désolé. Non, je me demandais aujourd'hui comment dire, c'est quoi un peu l'ambiance avec les différents riders? Est-ce que c'est des mecs que tu vois beaucoup? Est-ce que vous vous entraînez ensemble? Est-ce que vous filez des plans ensemble? C'est quoi un petit peu c'est quoi l'ambiance un peu sur le parcours international? Bah écoute, l'ambiance entre riders, déjà, c'est clair qu'on est une bonne bande de Français. Après, moi, j'adore les mecs les plus fous. Et malheureusement, les plus fous, c'est pas ceux qui arrivent à en vivre très longtemps ou qui peuvent le faire professionnellement parce que voilà, il faut être organisé. Et les plus fous, ça reste peut-être mes meilleurs potes, mais c'est pas ceux qui sont pros, quoi. Après, il y a aussi, moi, je me suis installé à Lyon et il y a une bonne communauté de riders à Lyon qui travaillent dans le milieu, qui construisent les parcours des compètes et qui font du vélo dans les Alpes, c'est juste à côté, donc il y a une belle communauté et ça, on a chacun nos visions des choses et ça reste. Disons que moi, je suis un gars qui adore faire des grosses figures, m'entraîner à faire mes figures et ma façon de faire du vélo, parfois, ça ressemble presque à de la gym et c'est pas forcément le cas de tout le monde de vouloir s'entraîner comme ça.
Il y en a qui adorent faire des sauts sans forcément faire de figure, mais juste aller super haut, faire du style, faire des voilà, il y a plein de choses différentes dans le vélo et la compète, en fait, c'est une niche au final dans la pratique. Donc, on est c'est vachement varié dans le vélo et il n'y a pas de club ou d'endroit où s'entraîner. Donc, moi, j'ai plein d'amis dans le vélo, mais il y en a que je peux ne pas voir pendant 2 mois ou un an. Tu vois, moi, quand je m'entraîne à Lyon, il y a le bike park de WeRide qui est juste à côté de chez moi. Je m'y entraîne beaucoup. Bah, j'ai des amis que je retrouve, mais voilà, franchement, j'y vais et je retrouve les gars tous les jours. Je rencontre de nouvelles personnes et je le fais pour moi. Il n'y a pas forcément de grosses bandes. Et quand je vais au CERS à Cap-Breton et que je rencontre des sportifs qui eux sont dans des sports fédérés et qui sont, on va dire, dans des clubs avec des entraîneurs, etc. Bah, en fait, il y a toute une ambiance que moi j'ai pas du tout dans mon sport. J'ai un très bon ami aussi, Thomas Génon, qui s'entraîne, qui habite dans le sud de la France. Lui, il voyage partout pour s'entraîner. Ou on a Thomas Lemoine aussi à Marseille, qui s'entraîne vachement en compète. Ou Paul Couderc. Enfin, on est plein à s'entraîner en freestyle, mais au final, on est chacun dans nos trucs. On est encore vachement éparpillés. Et même si on est super content de se retrouver en compète et qu'on communique pas mal sur les réseaux, on est quand même à s'entraîner pas mal dans son coin pour ce qui est des compètes. Et même si on a des amis du vélo partout en France, il y a un noyau dur sans forcément que on se retrouve à tous les événements, mais on roule avec qui est dans notre périmètre, quoi. C'est comme ça que ça se passe, mais c'est encore très peu organisé. Franchement, quand je vois les autres sports, moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir je sais pas, des clubs ou un truc d'entraînement où tous les meilleurs freestylers français puissent s'entraîner tous ensemble et avoir le même terrain d'entraînement qui puisse faire grossir. Il y a des bandes de riders à Lyon. J'ai plein de potes qui ont fait un super terrain de vélo et qui ont fait un parcours pour rider, mais c'est pas forcément de quoi s'entraîner en freestyle. Et les freestylers, on a chacun nos propres terrains particuliers. Moi, je sais que je vais m'entraîner chez des amis en water jump. J'ai un ami qui a un super terrain pour sauter dans le lac et moi, j'adore ça pour répéter mes plus grosses figures. Et on fait du vélo ensemble, mais lui, il fait plus forcément de compète. Il adore juste sauter dans le lac. Okay. Et moi, je sais que c'est vachement. En gros, l'entraînement, c'est vachement le bordel. Faut tout organiser soi-même et c'est pour ça que c'est pas forcément. Il y a vachement des progrès à faire dans le vélo à ce niveau-là, mais voilà, les gens. Moi, c'est vraiment un objectif de carrière, j'avoue, d'essayer d'aider le vélo, que les jeunes qui ont envie de se mettre au vélo, ils puissent se dire je vais à tel endroit, organiser des stages. Moi, j'aimerais avoir un gros terrain de vélo plus tard où je puisse accueillir des jeunes et qui se disent si je veux faire du vélo à fond et faire les trucs les plus cool possibles en freestyle, ce soit là qu'il y ait des airbags, qu'il y ait des bosses de toutes sortes, des water jump, des lacs dans lesquels s'entraîner l'été, faire des barbecues avec de la musique et vraiment que ce soit la fête et le full freestyle. Moi, j'adore vivre ça, mais pour l'instant, je le vis à travers le monde, partout là où je voyage. Et pouvoir réunir tout ça à un endroit et réunir la communauté tous ensemble, c'est un truc pour l'instant qu'on n'a pas vraiment. Et voilà, je t'ai peut-être glissé un rêve à long terme que j'aimerais apporter à mon sport. Génial. Écoute, j'ai adoré te laisser la parole sur le sujet. En tout cas, c'est une trop belle vision, quoi. T'as l'air d'être passionné et ça fait trop plaisir à entendre. Et c'est quoi le plus beau spot sur lequel t'as ridé ou sur lequel t'as pu t'entraîner? Alors ça, c'est un truc de fou encore ce que tu me dis parce que tu m'as dit la question, j'ai 4 ou 5 réponses qui ont parcouru ma tête. Tu mets au water jump chez mon pote Mike Avro en été avec de la musique, un barbecue et quelques gars complètement fous qui gueulent et qui essayent des trucs les plus fous les uns que les autres. J'adore ça. Après, tu m'emmènes au Canada, à Whistler, le plus grand bike park du monde. Y a plein de boss de fous, il y a des centaines de riders, il y a plein de filles aussi qui font du vélo, alors qu'en Europe, c'est pas encore très développé pour les filles. Enfin, pas autant qu'au Canada, j'ai l'impression. Il y a vraiment des mondes. Là-bas, c'est vachement plus développé, même si ça se développe vachement bien en France et en Europe quand même dernièrement. Après, tu m'emmènes à la Red Bull Rampage. Là, c'est un truc qui n'appartient à personne. On a le droit de se pointer en Utah et de construire les bosses qu'on veut. Personne va nous embêter.
C'est juste, t'as intérêt à avoir une bonne assurance parce que si tu te blesses là-bas, l'hôpital, c'est pas gratuit comme en France. Mais à partir de là, t'as l'impression d'être sur la lune en Utah. Tu peux te construire des pistes de fou, des pentes super raides. En plus, il y a plein de riders qui ont construit plein de pistes depuis des années. Donc, c'est encore, il y a plein de riding incroyables partout autour du monde. Et enfin, je te dis qu'il y en a plein. En fait, il y en a pas énormément, mais il y en a partout autour du monde. À Queenstown, en Nouvelle-Zélande aussi, j'ai vécu 1 an là-bas. Il y a toute une communauté. C'est un petit village où tous les riders sont super proches et on a un télésiège. On peut passer tout l'hiver, en gros. En Nouvelle-Zélande, l'hiver européen, c'est l'été. Donc, on peut passer de décembre à mars à 35 degrés à rider tous les jours avec plein de potes. Et ça, c'est incroyable. Il y a plein de trucs de fou partout dans le monde. Et franchement, je peux pas te choisir un spot préféré, mais la planète Terre, c'est mon spot préféré. Voilà. Ouais, j'aime bien ta philosophie en tout cas. C'est sûr que c'est difficile de choisir et on sent tellement que tu parles avec le cœur et les tripes que la réponse était parfaite. C'est trop cool. Là, pour la fin, j'ai des petites questions un petit peu comme je te les avais envoyées, un peu pour que tu puisses y réfléchir. Moi, j'appelle ça les petites questions Canal+. Petites questions de la fin. Alright. Est-ce que t'es prêt pour y participer? Carrément, je suis trop chaud. Allez. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi? Alors, une bonne journée pour moi, là, comme ça, j'ai envie de te dire, si le soir, je me couche facilement, je sais que c'est une très bonne journée, quoi. Si j'ai pas du mal à trouver le sommeil, je me suis bien dépensé, c'est nickel. Ok, d'accord. C'est bien dit. C'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière? Mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Je pense que la Red Bull Rampage 2016. Je t'en ai raconté un paquet. En 2016, je me t'ai cassé le bras en 2015 en essayant mon double backflip. En 2016, je me suis acharné, j'ai tout fait pour revenir et j'ai réussi à replaquer mon tricks. Et franchement, d'être sur le podium, j'ai eu Brandon Semenuk qui a été premier, qui sur le podium m'a dit bravo, incroyable retour après ta blessure. Et voilà, franchement, c'était mon plus gros accomplissement. Enfin, en tout cas, mon meilleur souvenir, je crois. Oui. Ok, trop cool. À l'inverse, est-ce que tu as un pire souvenir à nous raconter? Écoute, là comme ça, j'ai envie de te dire, quand je me suis cassé le bras, alors que je m'étais juré après ma blessure à la cheville qui a duré plusieurs années d'arrêter de me blesser et de bien gérer mes trucs. Là, début octobre 2019, je me préparais pour la Rampage et je me casse les bras moins d'une semaine avant de partir. Je me rappelle quand je suis allé à l'hôpital, je vois mon bras cassé, j'ai vu la radio, mais j'ai dit bon, j'arrête le vélo, j'en ai marre et tout, c'est trop nul. Même en étant prudent, j'arrive à me péter des trucs. Et ça, c'était vraiment un terrible souvenir. Après, des souvenirs tristes, il y en a quand même. Il y en a sûrement d'autres, mais ça, c'est le pire que j'ai, le plus récent en tout cas, et c'était pas facile. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé la vie? Écoute, une rencontre qui m'a changé la vie. Déjà, moi, je pense que toutes les rencontres, il y a du bien à trouver dans toutes les rencontres qu'on fait dans la vie, c'est clair. Mais j'ai quand même envie de t'avouer que j'ai une petite réponse. J'ai rencontré une fille complètement folle, Rémel Lamotte, au cercle à Cap-Breton, la première fois que j'y suis allé. Et donc, c'est une fille qui fait de l'athlétisme et qui m'a vachement motivé. Disons que voilà, en fait, elle fait de l'athlétisme et ça peut paraître être un sport super sérieux. Et elle peut être complètement folle à côté. J'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est plus folle que tous les riders que je connais et en même temps gros caractère aussi, tu vois. Le genre de personne dans son délire à fond, à se taper des barres toute la journée de bonne humeur. Et si quelqu'un essaye de te dire que tu fais pitié ou que vas-y, tais-toi, tu vois. Elle saura très bien rembarrer direct ce genre de personne et rester dans le bon mood et chercher la bonne vibe. Je pense que la bonne santé mentale et être super content, c'est super important. Et elle m'a appris que voilà, tu peux faire de l'athlétisme ou du sport à haut niveau. Ça veut pas dire que tu dois être super relou, ne pas faire la fête, ne pas t'amuser avec tes amis. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné confiance. Moi, j'ai toujours été un peu fou, un peu cascadeur et voilà, il y a fou et il y a cascadeur et il y a une limite entre ça, savoir profiter de la vie. Et c'est pas parce que moi je me blesse beaucoup trop et que je me suis blessé et que j'avais envie de vachement limiter ça. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre. Il faut
gérer les risques que tu prends, mais dans la vie de tous les jours, il faut laisser respirer ta folie, s'amuser avec tes vrais amis et faire des choses à fond. Et donc, voilà, elle, c'est vraiment, elle m'a appris à bien me marrer et ça veut pas dire que se donner à fond au CERS, bah voilà, on a passé des super moments avec plein d'athlètes. Là, j'y suis retourné encore il y a quelques semaines. Bah, j'ai rencontré plein de sportifs super motivants et je partage la bonne vibe au maximum. Et ça n'empêche pas que même si on peut faire la fête ou faire des activités diverses et variées, bah on se donne à fond pendant l'entraînement, pendant la journée. Work hard, play hard, voilà. Et ça, voilà, je pense que c'est le message que j'ai eu de Renel, c'est ma plus grande inspiration récemment. Ah, trop cool. Bah, écoute, super, Voilà. super motivant, super inspirant. C'est vrai que Renel, je la connaissais pas très bien jusqu'à il y a encore récemment et elle a l'air de dégager une énergie super positive. Donc, et j'aime beaucoup comment tu m'en parles et ce que tu as retenu. Et est-ce que, vas-y, j'enchaîne un petit peu avec une autre question, un peu sur les inspirations. Est-ce que plus jeune, t'as cité les 4 riders qui te faisaient un peu rêver, mais est-ce que tu avais d'autres idoles un peu quand tu étais plus jeune, peut-être dans d'autres sports Ouais, bah écoute, pas du tout. Aucune autre idole. Franchement, quand j'étais petit, j'étais borné vélo, passionné de vélo et je m'intéressais clairement à rien d'autre du tout. Il y avait mes potes qui me suivaient dans mon délire et ceux qui me suivaient pas, bah c'était juste, je les voyais pas. Et donc les 4 noms que je t'ai cités, Cam McCall, Andrew Lacondegui, Darren Birklow et Robbie Bourdon. Je me rappelle que j'avais une chanson, je sais plus si c'était une chanson d'une vidéo de vélo, Cam McCall, Andrew Lacondegui et Darren Birklow et Robbie Bourdon. Bah ça, je le chantais et c'était, j'étais complètement fou et franchement, non, j'étais assez borné vélo, mais je regrette pas. Voilà, c'est comme ça que j'étais et c'est mes principales inspirations. Ouais. Après, en grandissant, il y a des mecs, Travis Pastrana, grosse légende du freestyle quand même. Je peux te citer des noms. On a Candy Tovex en ski freestyle, freeride et freestyle. Un mec vachement impressionnant et le mec à la fois super posé et il a l'air tranquille. Il poste de la musique, des bons petits reggae qui font plaisir et en même temps, tu vois que le mec il envoie des trucs de fou. Et donc ça, c'est impressionnant. Et plus récemment, on a Ryan Williams. C'est un Australien qui fait de la trottinette et qui jongle beaucoup avec les sports maintenant. Il fait du BMX. Récemment, il fait du VTT. Je vois sur Internet, il va dans tous les sens et il fait du freestyle à fond. Et ça, vraiment, vraiment inspirant aussi, ce genre de gars, quoi. Ouais. Ok, trop cool, trop cool. C'est vrai que Candice Tovex, je rêverais l'avoir sur le podcast. Là, j'essaye d'échanger avec son agent RP, mais ça attendra encore un peu pour moi, je crois. Yes. Tu te vois où dans 10 ans Dans 10 ans, alors ça, déjà, ça me fait peur, ce genre de questions. C'est bizarre, mais j'ai peur de moi parce que je me dis, est-ce que je vais me blesser encore ou est-ce que je vais réussir à ne plus me blesser? Et je pense que mon futur dépend beaucoup de ça. Est-ce que je vais pouvoir continuer de vivre ma passion à fond et gérer les risques comme j'aimerais le faire? Dans ce cas-là, je me vois sur mon vélo à travers le monde et j'espère que mon bike park, Bizeland, j'arriverai à développer un truc cool pour partager ma vision du riding avec des gars, accueillir tout le monde, avoir un grand terrain quelque part. Et accueillir les riders, organiser des compètes, organiser des stages de riding, qui est un skatepark, qui est tous les trucs dont je rêve, un télésiège, il y aura une montagne sur le terrain. Ça, j'adorerais pouvoir développer le vélo et clairement partager ça. Mais après, si ça se trouve, peut-être que malheureusement, je me blesserai. Voilà, il y a des gars qui ont été paraplégiques ou une grosse blessure pas drôle. Moi, ma cheville, j'ai été limité longtemps, même si c'est pas une grosse blessure. Si malheureusement ma carrière de vélo doit s'arrêter et que peut-être que ma passion partira, je sais que je suis allé au Costa Rica en 2013. On était allé surfer des vagues de malade mental. Il y avait un mec qui avait une chambre d'hôte avec un bar et un truc de location de planche de surf devant une plage paradisiaque et déserte. Et on a eu une session de surf tellement folle. Moi, je savais pas surfer. J'ai pris des énormes vagues. J'ai cassé ma planche de surf en deux. Souvenir de fou. Et je me dis, quoi qu'il arrive, j'adorerais toujours être dans la nature, accueillir des gens, surfer, une chambre d'hôte, rencontrer des gens et tout. Je me dis que ça peut être un truc chouette si j'ai envie de sortir un peu du vélo, mais toujours pouvoir rencontrer des gens de partout dans le monde et les accueillir et faire ce genre de choses, que ce soit dans le vélo ou ailleurs. Je pense que c'est un truc que j'aimerais faire
ça prendrait cette direction, quoi. Ouais. Trop chouette. Bon, ça change des réponses habituelles sur le podcast, ça fait plaisir. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, bah écoute, j'ai pas mal réfléchi. Tu m'avais envoyé quelques questions et au final, bah c'est le rappeur Vald qui emporte le gros lot. La chanson devient géniale. Elle est énorme et le meilleur conseil qu'il m'ait donné, il dit grandis mais reste beau comme un enfant. Tu vois, et moi, je me suis toujours dit, vas-y, j'ai 17 ans d'âge mental et je refuse de grandir plus que la folie que j'avais quand j'avais mes 17 ans. Et donc, grandis, voilà. Au final, bien sûr qu'on a de l'expérience qu'on acquiert avec le temps et au final, il faut savoir j'ai resté jeune et fou. Et Renel, elle me l'a dit aussi, pour être super chaud, pour être sportif de haut niveau, il faut forcément être fou. Et donc, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut grandir, mais rester beau comme un enfant et rester réel, ce que je te disais tout à l'heure aussi. Voilà, donc écoutez, Devient génial de Vald. Le clip, il est dans une église. On dirait qu'il est en train de créer une religion. Je le conseille à tous. C'est trop drôle et c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Voilà. Vas-y, je le note. Faut que j'aille regarder ça dès qu'on a terminé. C'est trop cool. Carrément. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré dernièrement? Un livre ou un film, j'adore les films que j'adore. Je les apprends par cœur. Toutes les blagues, je les regarde des dizaines de fois. Après, si je peux te donner un livre ou un film, j'avais répondu aux questions et je me rappelle plus. Parce que je m'étais dit que le Loup de Wall Street, c'est un film qui me fait trop rire. Il y a plein d'excès et le gars il vit son truc à fond et je trouve ça trop drôle, même si il y a des excès qui sont dépassés et qu'il finit par regretter. Je trouve ça quand même vraiment drôle comme histoire. Et sinon, un livre ou un film, franchement c'est un classique. Mais j'avais trouvé Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, pareil, le film de Michael Youn. Le gars, il vit à fond sa passion du rap et voilà, il y a tous les excès de la vie. C'est une belle leçon de vie aussi comme film, même si on peut voir ça comme un film débile. Bah, il a un humour qui me fait bien rire et il se prend pas la tête. Et il y a une belle leçon derrière tout ça de toutes les expériences qu'il a pu vivre et voilà, c'est les films. C'est pas très fut, mais au final, il y a de quoi bien rigoler et il y a un message derrière, donc j'aime bien. Voilà. Ok, ça marche. Je vois qu'on a les mêmes références, donc ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist? Tu mets quoi dans ton casque? Oh là là, ma playlist. J'adore les musiques avec des paroles. J'écoute pas trop des trucs de mecs qui font la fête ou des musiques de boîte de nuit, mais je suis plutôt vas-y, tu me mets du rap, du Nekfeu, du Vald, du Bob Marley. Tu vois, moi qui veux apprendre l'anglais, j'écoute du Akon, j'écoute du Eminem. Ryless aussi, c'est un rappeur que j'ai découvert récemment et là je saigne ses playlists en ce moment. J'écoute ça à fond. Et après, tu me donnes de la variété française, Brigitte Bardot, Patrick Sébastien, Serge Gainsbourg, enfin tous, tu vois, Daniel Balavoine, Charles Aznavour. J'ai failli aller l'écouter en concert. Je devais aller l'écouter en juin 2018. Il s'est cassé le bras avant. Et après, je devais aller l'écouter du coup en octobre 2018 et il est décédé en septembre 2018. Donc, c'était un chanteur que j'ai adoré écouter. Je connais toutes ses chansons, je pense. J'ai écouté des centaines de chansons d'Aznavour et j'ai pas pu le voir malheureusement. Le destin a pas voulu, mais j'ai écouté énormément de variétés françaises depuis longtemps et là j'ai plus de musique en anglais pour progresser en anglais. Je fais des gros karaokés toujours quand je fais des blablacar. Les gens je les fais chanter à tue-tête. Et j'adore la musique en général, quoi. Ouais. Ok, trop cool. Bah écoute, ça sera un très joli mot de la fin. En tout cas, c'était vraiment vraiment cool. Comme je te disais, la tradition sur le podcast, c'est un peu de passer le micro à la prochaine personne. Et du coup, toi, tu as cité beaucoup de sportifs là durant l'interview, ce qui est super cool. Mais qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer en priorité du coup? Bah écoute, je t'en ai déjà parlé, mais va interviewer Renel. Je sais pas si t'as beaucoup. Je sais que je l'ai déjà entendu dans un podcast, mais franchement, bah là je te dis, elle est complètement folle et elle aura toujours des nouvelles choses à nous dire et c'est super cool. Franchement, après dans le milieu du vélo, j'ai envie de te dire, je t'ai énormément parlé. Il y a des riders qui font de la compétition, qui sont super doués, comme Mathias Dandois ou Loïc Bruni,
qui sont quintuples champions du monde de leur discipline. Mathias Zandois en BMX flat et Loïc Bruni en descente VTT. Après, j'ai des très bons amis. J'ai aussi pensé à un pote comme Elliot Lapôtre. Alors lui, c'est un gars qui fait du VTT, mais pas la partie compétition. Il fait des vidéos, il est ultra passionné. Et lui, pour le coup, c'est pas le gars qui va faire fortune en faisant du vélo parce que ce qu'il cherche, c'est vivre sa passion à fond. Et même si on le voit pas forcément sous tous les projecteurs, c'est un super passionné, un super bon gars. Et il est là toute la journée. Il est avec ses amis en train de creuser des bosses dans ses forêts, dans les Vosges. Il fait des nouvelles vidéos et il vit sa passion à fond. Et même si c'est pas le plus grand pro, on le verra peut-être pas au départ de la Red Bull Rampage. Bah, c'est un gars qui vit sa passion à fond et qui est vachement réel et beau dans sa pratique. Donc, si je veux te donner un petit conseil dont t'aurais pas forcément entendu parler, le bon Elliot Lapôtre, ça peut être un bon rider à interviewer aussi. Écoute, franchement, c'est noté. Je te demanderai peut-être une petite intro. On fera ça. En tout cas, c'était vraiment cool. Merci pour toutes ces recos. Merci pour cette super interview. Franchement, ça change de ce que je fais d'habitude et je suis sûr que les auditeurs vont adorer. Donc, c'est cool. Tu as l'air aussi chouette au téléphone que dans tes vidéos. Donc, ça fait vraiment plaisir à voir des sportifs de haut niveau qui se prennent pas la tête, qui sont restés foufous, restés un peu jeunes. Ça fait grave plaisir. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Antoine? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, non, mais super cool. Moi, là, je ressors d'une période de blessure et pouvoir rester à fond le plus longtemps possible et faire du vélo et que la passion reste même pas qu'elle reste intacte, mais qu'elle continue de grandir. J'ai encore des maxi projets et j'espère pouvoir les réaliser. Voilà. Souhaitez-moi de réaliser les derniers projets que j'ai dans un coin de ma tête parce que franchement, ça va être énorme si ça peut se réaliser. Et je vous le souhaite à tous aussi d'ailleurs. Je vous souhaite de vous accrocher à vos rêves, vous accrocher à vos passions et si vous croyez en quelque chose, faut s'y mettre à fond, ne pas regretter et faire de ses rêves une réalité, c'est possible. Moi, on m'avait promis que je viens de Versailles, il faut faire des études, que je pourrais pas faire du vélo, que c'était pas un métier. J'y ai cru et j'ai réussi. Donc, je le souhaite à tout le monde de trouver son rêve. C'est pas forcément facile de trouver sa passion et de s'y mettre à fond. Voilà. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite à tout le monde aussi. Ok, génial. Super mot de la fin en tout cas, Antoine. Merci beaucoup et à une prochaine. Et merci. Merci beaucoup à toi aussi. Et puis, ciao à tous. Ouais, à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!